notre Institut de Liberté. C'est ce que vous essayez de faire, monsieur le maire, et je vous en félicite. Mais c'est ça, il faut que les Français reprennent la parole. Et reprendre la parole, ça peut se faire qu'au niveau local. Il faut que vous veniez, que vous reparliez les uns aux autres, que vous montiez des coups ensemble. C'est un petit peu ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Mais il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on est en train de nous priver de ce que les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire le mot. Si on ne peut plus s'exprimer, si on ne peut plus dire nos mots, c'est fini. Il faut retrouver le logos. C'est à ça que je vais m'atteler. J'ai que 73 ans, donc j'ai tout le temps devant moi. Et on s'en fout. Et si on ne réussit pas, on s'en fout. Au moins, on sera battu. Moi, je suis un véreux joueur de rugby, vous savez. Et de tennis aussi. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, le rugby, c'est le seul sport évangélique. Parce qu'il vaut mieux donner que recevoir. En politique, c'est pareil. Il vaut mieux donner que recevoir. Et le moment est venu de donner. Voilà, maintenant je prends les questions, si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous a plu. Maintenant, monsieur le maire me dit que je devrais parler des taux d'intérêt négatifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Je vais essayer de vous expliquer. Aussi brièvement que je peux. Dans l'histoire, il y a toujours eu, on était sur 5000 ans, une histoire des taux d'intérêt faite par un Américain qui s'appelait Homer, c'est un professeur d'économie, qui a remonté les taux d'intérêt sur 5000 ans. Il y a toujours eu des taux d'intérêt positifs. Il n'y a jamais eu des taux d'intérêt négatifs. Donc pourquoi, autrefois, quand vous aviez une épargne, on vous payait de l'intérêt dessus? Pourquoi? Il y a quelqu'un dans la salle sait pourquoi il y a des taux d'intérêt. Pourquoi on ne vous donne pas la même somme et puis c'est tout, vous êtes content? Fondamentalement. Rémunérer le risque. En fait, c'est, me disais, il y en a qui ont déjà écouté. En fait, si vous voulez, la raison est simple, c'est ce que me disait mon professeur d'économie à Toulouse, c'est que le futur est incertain. Donc on vous compense contre l'incertitude du futur. Vous pouvez consommer aujourd'hui, donc vous savez à 100% ce que vous allez avoir. Si vous consommez demain, vous ne savez pas ce que vous aurez exactement. Donc on vous donne une espèce de sucette pour vous permettre, pour pas que vous consommiez tout de suite, que vous épargnez, que vous donniez votre épargne à quelqu'un qui l'utilisera mieux que vous, par l'intermédiaire du système bancaire ou financier. Donc c'est pour compenser contre l'incertitude du futur, les taux d'intérêt. Maintenant, si on a des taux d'intérêt négatifs, qu'est-ce que ça veut dire, philosophie, ils viennent négatifs? Ça veut dire une seule chose, c'est que le futur est plus certain que le présent. C'est une imbécilité totale. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent. Le futur est incertain par définition. Donc, mettre des taux d'intérêt négatifs, c'est suivre une politique qui cherche à détruire l'épargne. Et encore une fois, pourquoi cette classe dirigeante cherche-t-elle à détruire l'épargne? Parce qu'elle sait que si elle détruit l'épargne, elle détruit la croissance à long terme, elle détruit l'économie, elle détruit le futur, puisque sur le long terme, l'épargne est égale à l'investissement. Donc si l'épargne baisse, l'investissement baissera. La dette publique, ils ont mis des taux d'intérêt négatifs, c'est justement ça. Parce que sans ça, la dette publique aurait explosé à des niveaux où ils étaient obligés de réformer l'État. Et à ce moment-là, leur prébande de classe dirigeante aurait disparu. Non, la dette continue, si je peux pas dire, la dette continue à augmenter, c'est le service de la dette, qui devient nul. Vous savez, mais aujourd'hui, la dette française est 4 fois plus élevée qu'en 1993 et le service de la dette est plus bas. Et la seule chose qui soit dans le déficit, dans le calcul du budget, c'est le service de la dette. La dette ne figure nulle part dans le budget. Donc si vous amenez les taux d'intérêt à zéro, et bien à ce moment-là, le service de la dette devient zéro. Au bout d'un certain temps, ça prend un temps fou parce qu'il faut 10 ans pour que tout le monde tombe à zéro, toutes les obligations arrivent à zéro. Quand ça arrive à zéro, ça veut dire que le politicien peut emprunter jusqu'à la fin des temps sans que ça lui coûte rien. C'est comme de donner les clés de la cave à un sommelier alcoolique, quoi. Si vous permettez à un politicien d'emprunter du pognon sans que ça coûte rien, il va y aller. Il va y aller. Donc la seule façon de discipliner l'État, c'est d'avoir des taux d'intérêt élevés pour le forcer à cesser de payer des trucs qui ne servent à rien ni à personne.
par exemple, ce que je réclame, moi, la première réforme que je réclamerais, si quelqu'un me le demandait, c'est je voudrais un audit des dépenses de l'État. Je voudrais savoir où passe le pognon, parce que moi je suis un spécialiste, 57% du PIB passe en dépenses et personne ne sait quoi que ce soit. Et on me dit que les routes sont pas entretenues, les hôpitaux sont en faillite, on ferme les maternités ici ou là, et personne ne sait où va le pognon. C'est quand même la première des choses qu'on devrait faire, c'est demander un audit. Avant, quand vous prenez, comme si m'est arrivé d'acheter une entreprise dans ma vie, ben, la première des choses que je demande, c'est je demande à des experts comptables confirmés de regarder, demander un audit, où va le pognon, qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, la première des choses que devrait faire un gouvernement d'opposition quand il arrive, c'est dire les gars, on va faire un audit et on va voir où on peut couper tout ce qui sert à rien. Moi, je suis quand même bluffé de voir que on ne demande jamais un audit des dépenses de l'État. Question ? Oui, oui. Mais d'abord, ça a duré très peu de temps. C'était sous Giscard, qui était quand même Giscariote, qui était quand même le... il y avait le choc pétrolier qui avait introduit, si je peux me permettre, les Français à l'époque étaient bourrés d'or. Ils en ont beaucoup moins aujourd'hui, mais l'or à ce moment-là a quadruplé. L'empreinte Giscard 7% a décuplé, le Pinay 4,5% a quintuplé. Donc les Français avaient des façons de se protéger contre l'inflation dans leur épargne qu'ils n'ont plus aujourd'hui, puisqu'on leur interdit quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'a dit Madame Lagarde hier. Elle a eu une phrase absolument terrifiante. Elle a dit: il vaut mieux avoir un emploi que de rémunérer l'épargne. C'est-à-dire que cette personne, qui est complètement incompétente, sinon elle ne serait pas là où elle est, décide qu'il y a un choix à faire entre donner un emploi aux gens ou rémunérer l'épargne. Or, dans l'économie réelle, c'est exactement le contraire. Si vous cessez de rémunérer l'épargne, le chômage augmente. C'est toujours pareil. Je sais bien, mais à condition que les banques centrales ne le vendent pas. Non, il n'est pas plus sûr. Vous voulez sortir du système. Mais ma fille n'a pas tort, mais la réalité, c'est que si vous allez vers l'or, c'est simplement parce que une monnaie, ça doit avoir trois fonctions. Ça doit être un outil d'échange, vous savez, un échantillon de valeur et une réserve de valeur. C'est les trois fonctions d'une monnaie. Mais à partir du moment où l'État décide que la monnaie ne sera plus une réserve de valeur, c'est le cas avec les taux d'intérêt négatifs, ça n'est plus une monnaie. Ça perd sa caractéristique de monnaie et à ce moment-là, l'épargne du pays va se diriger vers l'or, vers les investissements internationaux. Et je vous signale qu'il n'y a jamais eu une période aussi dans l'histoire où il y a des taux d'intérêt très bas, ce que j'appelle une période keynésienne, puisque Keynes a été le grand spécialiste de ce genre d'idées. Les périodes keynésiennes sont toujours dans l'histoire terminées avec des contrôles d'échange. C'est-à-dire qu'on vous restreint votre liberté sur votre pouvoir d'achat par l'intermédiaire de la monnaie, et ça se termine, vous avez des contrôles d'échange, vous avez 10 € pour sortir par semaine pour aller faire un tour dans l'étranger, et si on veut continuer à emmerder les gens, ça se termine dans un camp de concentration. À partir du moment où l'État se croit autorisé à tripatouiller la monnaie, il se croit autorisé à tripatouiller votre liberté fondamentale. Vous avez deux choses qui comptent: la répartition de la richesse dans la géographie, c'est le taux de change, qui est faux entre la France et l'Allemagne, comme j'ai déjà expliqué, et votre préférence par rapport au temps, comment vous voulez voter avec votre pognon pour organiser votre retraite. Eh bien, l'État aujourd'hui vous empêche d'organiser et le temps et la géographie, c'est-à-dire que vous n'êtes plus libre. Et c'est ça dont la France crève. Elle n'est plus libre. Elle est plus libre de ses prix, elle est plus libre de sa monnaie, elle est plus libre de ce qu'elle reçoit sur son territoire. Elle est plus libre. Aujourd'hui, la France est en train de devenir un pays triste.
C'est la première fois que je vois ça dans l'histoire. Vous lisez la France, ça a toujours été un pays gay. Et aujourd'hui, les Français sont tristes à en crever. Allez vous balader à Paris, vous verrez des gueules, ils en peuvent plus, ils ont la tête qui tombe par terre. Je sais pas si vous êtes triste ici, mais je peux vous assurer qu'à Paris, ils sont pas gays. Hein. Et dans toutes les grandes villes, ils sont pas gays. Donc, encore une fois, on a un système qui est monté, qui restreint les libertés individuelles, qui restreint votre possibilité de prendre des décisions pour vous. Vous êtes le seul à pouvoir prendre des décisions pour vous. Personne ne doit pouvoir en prendre pour vous. Et ensuite, vous donne des leçons de morale, en vous empêchant de dire ce que vous voulez vraiment dire, puisqu'il contrôle le logos. Et ben, je trouve que c'est à crever. On est en Union soviétique, et puis c'est tout, quoi. Moi, pour moi, on est dans un état totalitaire. C'est du totalitarisme mou. C'est ce que Tocqueville avait prévu au milieu du 19e. On est dans un totalitarisme mou où on n'a plus le droit de rien faire. Et autre question. La moitié à peu près. La moitié. On a mis en dépôt une partie de nos réserves à la Banque Centrale Européenne. Et vous savez que la Banque Centrale Européenne est une filiale des banques centrales indépendantes. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que la BCE est en haut et que les banques centrales sont en dessous. En fait, dans la réalité, les banques centrales sont au-dessus et la BCE est une filiale technique des banques centrales d'au-dessus. Donc, j'ai comme client la Banque de France. Vous voyez, c'est rigolo, mais enfin, je les conseille. Les fonds de pension de la caisse de la Banque de France sont mes clients. Et ils me disent toujours, quand je parle de la BCE, ils disent, vous parlez de notre filiale, bien entendu. Bien entendu. Donc ne croyez pas que c'est la BCE qui est en haut, c'est les banques centrales, par exemple. Si l'euro venait à sauter, la seule banque centrale qui a acheté des obligations françaises et qui les porte au nom de la BCE, c'est la Banque de France. Les autres n'en ont pas acheté. Donc si par hasard l'euro venait à disparaître, les gens me disent, les banques centrales prendraient une gramelle énorme sur les dépôts, sur les actions, sur les obligations qu'elles ont. La Banque centrale italienne, toutes les obligations italiennes, elles ne perdraient rien. Ça resterait dans la monnaie de l'État souverain italien. Les obligations seraient transférées, personne ne perdrait rien du tout. Donc quand les gens vous disent qu'il va y avoir une perte énorme si on sort de l'euro, rien du tout. Chaque pays aura sa dette qui sera convertie dans sa monnaie nationale, avec la Banque centrale qui détient les obligations dans la monnaie nationale. Ça fera un grand coup de crédit égal débit. Et on a transféré, on a sans doute prêté le tiers de notre or, quelque chose comme ça, à la BCE. Et à ce moment-là, on prendrait notre or tranquillement. Donc voilà, c'est... pourquoi voulez-vous maintenir dans un taux de change fixe des gens qui veulent pas y être? Ou ils ont la même productivité du travail. Et c'est possible. Et à ce moment-là, c'est pas nécessaire, puisque pourquoi les coffres? Ou ils ont une productivité du travail différente, et ça peut pas ne pas sauter. Donc on a fait l'euro, pourquoi les taux négatifs, pour répondre à votre question? On a fait l'euro pour une raison très simple. C'est que si l'Italie a 140% de dette par rapport à son PIB, donc ils ont un niveau de dette très élevé. Si l'Italie, les taux d'intérêt en Italie sont, mettons, à 2%, juste le taux de croissance nominale et encore, elle fait faillite parce que la dette se capitalise plus vite que la richesse que l'Italie crée. Donc ils sont dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Vous voyez, c'est que quand la capitalisation de la dette va plus vite que la richesse que vous créez, le poids de la dette ne cesse d'augmenter et en fin de parcours, vous faites faillite. Ça s'appelle une trappe à dette. Hein. Donc l'Italie serait dans une trappe à dette. Au-dessus de 2%, elle est dans une trappe à dette. Mais il faut qu'il y ait 3% d'écart entre l'Italie et l'Allemagne, sans ça personne n'achètera une obligation italienne. Je vous donne l'équation. Si les taux italiens doivent être à 2, il faut qu'il y ait 3 d'écart entre l'Italie et l'Allemagne. Ça veut dire qu'il faut que les taux allemands soient à moins 1. Donc on ne fait cette imbécilité des taux d'intérêt négatifs que pour faire survivre un système monétaire qui est une imbécilité qui ne peut pas marcher et qui va détruire toutes nos banques, toutes nos compagnies d'assurance, etc. Et encore une fois, vous trouvez l'égoïsme extraordinaire de cette classe dirigeante qui dit « après moi le déluge ». J'en ai encore pour 3 ou 5 ans, je vais continuer à me mettre plein les fouilles et ensuite, je laisserai le peuple se démerder. C'est honteux. C'est honteux. Du début à la fin, cette classe trahit. Ce que disait Bernanos, il y a un peuple de gauche, il y a une bourgeoisie de gauche, il y a une bourgeoisie de droite. Il n'y a pas de peuple de gauche, il n'y a pas de peuple de droite, il y a un peuple de France. C'est toujours lui qui sauve le pays. Voilà. Il n'y a rien de neuf. On est toujours trahi par la bourgeoisie.
Bah c'est vous. C'est toujours le peuple qui la paye. C'est... Oui. Oui. Ben, ça, je peux vous répondre très facilement. C'est à partir du moment où le coût du travail en France est 3 fois celui qui... Oui. Ben, c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Ben pourquoi voyez-vous que j'essaye de créer le pitonio que je crée? Ben oui, c'est bien. Dans l'éducation, c'est la faillite. Dans les hôpitaux, c'est la faillite. Dans le monde agricole, c'est la faillite. Et vous avez les retraites. Les gens ont travaillé 45, 46 ans. Moi, je vais avoir travaillé 45 ans pour avoir 1280 euros. Ben c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je suis ici. Il me semble que c'est bien pour ça que je suis ici. Si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 classes. Est-ce que certains... J'ai dû en parler dans mes... Je sais pas. Il y a un géographe français qui s'appelle Christophe Guilly. Tout à fait remarquable. Bon, je me suis beaucoup servi de ses travaux pour expliquer les gilets jaunes en particulier. Voilà ce qu'il dit, Christophe Guilly. Il dit, il y a 3... Aujourd'hui en France, vous avez 3 zones. Vous avez au centre les bobos, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de cette ouverture sur le monde, de la société globalisée, etc. Les bobos. C'est ceux qui mangent des sushis, vous savez, voilà, c'est ça comme image. Parce qu'ils connaissent le Japon. Et puis autour, vous avez une bande qui doit faire dans les grandes villes, je sais pas, 10, 15, 20 km de large, comme ça, comme une grande bande, comme une grande auréole autour. Ils sont leurs domestiques. Ils sont les travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés, on les a fait venir pour que ces gens-là aient des domestiques pas chers. Et donc, ils ont toutes les subventions. Toutes les subventions vont à ces gars-là. Et puis, dans le fond, 25 ou 30 km après, vous avez la France. La 3e zone. Et si une nation, c'est une volonté de vivre ensemble, environnant, aucune de ces 3 zones ne veut vivre avec l'autre. Les gens du centre, comme je vous l'ai dit au début, ils ne connaissent plus les gens de la périphérie, ils en ont rien à cirer, ils les connaissent plus, ils se connaissent entre eux, mais ils veulent plus connaître les autres qui sont mauvais. Les gens de la ceinture, mettons immigrante, ils n'ont pas du tout envie d'être français, et de moins en moins. Et les gars du bobo, ils sont tous aux français, puisqu'ils sont complètement internationaux. Et donc vous avez ces 3 zones, et c'est le terreau d'une guerre civile. Parce que quand une population ne peut plus vivre avec elle-même, c'est comme ça que les guerres civiles se produisent. Et donc c'est pour ça que je suis rentré en France, parce que je me suis dit, ben Dieu, on va avoir une guerre civile, il faut tout faire pour l'empêcher. Et c'est ça que j'essaye de faire en France. Mais encore une fois, ne croyez pas une seconde, si ça continue, que ça va bien se passer. C'est impossible. On est arrivé à un état d'égoïsme du monde au centre qui dépasse l'entendement. Ces gens sont devenus d'un cynisme comme je ne pouvais pas penser que ça existait dans les élites, quoi. Question ?
Oui. Mais ils ont bâti un système. Mais ils ont bâti un système qui empêche le peuple de s'exprimer. Ne vous y trompez pas une seconde. Je veux pas. Le truc le plus scandaleux qui existe, c'est que dans les grandes démocraties du monde, qui sont les États-Unis, la Suisse et la Grande-Bretagne, le fonctionnaire est inéligible. C'est-à-dire qu'une fois il peut se présenter aux élections, et s'il est élu, il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. Tous mes copains qui ont fait de la politique qui étaient hauts fonctionnaires, ils sont élus, tout va bien, ils sont battus, ils retournent dans leur corps d'origine, ils sont réélus, ils retournent politique, ils sont battus, ils retournent dans leur corps d'origine, et ils touchent 2, 3, 4 retraites. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport de risque entre le gars qui fait de la politique, qui est le paysan docteur, et le gars qui est haut fonctionnaire. Le gars qui est haut fonctionnaire, il n'a que des trucs à gagner dedans. On a bâti un système pour que le fonctionnaire s'en mette plein les fouilles. Et c'est voté par des fonctionnaires pour des fonctionnaires. Donc je veux dire, s'il y avait une chambre où il y avait que des garçons coiffeurs, eh bien ils voteraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Eh bien ils ont tous pris des mesures favorables à la prise du pouvoir de la fonction politique par la fonction publique. Et c'est un désastre pour la démocratie. Parce que dans tous les pays sérieux, il y a la fonction politique qui donne des ordres à la fonction administrative, et là, c'est le contraire, c'est la fonction administrative qui a pris le pouvoir sur la fonction politique. Et c'est ça dont on crève. Et c'est le rôle des élus de reprendre le pouvoir. Ce sont quand même des citoyens qui votent pour les élus, ils font leur choix. S'ils n'ont pas confiance en les élus, ils les remercient aux élections. Ça se passe comme ça. Non, regardez ce qui s'est passé aux dernières élections législatives. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les bobos de centre qui ont voté à 80% pour Macron et qui ont été votés, et la périphérie qui n'a pas voté. Chacun a le bulletin, mais à quoi ça sert si c'est toujours les mêmes? À quoi ça sert si ça sert à rien? Non, personne n'interdit à rien de voter, mais vous n'avez pas le droit, par exemple. Mais regardez, vous n'avez pas le droit. De Gaulle, qui est dans sa grande sagesse en 58, il avait créé la possibilité d'un référendum. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait des siècles qu'on n'a pas eu de référendum. La dernière fois qu'on a eu un référendum, on a voté non, et on l'a eu quand même. Donc, ne me dites pas que le vote compte. Ce que nous apprend les gens au pouvoir depuis 25 ans, c'est que quoi que vous votiez, vous aurez la même chose. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Votez tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aux Anglais depuis 3 ans et demi. Ils ont voté pour sortir de l'Europe, et les gens qui comptent sont en train de leur dire, vous sortirez pas, et on vous emmerde, et vous resterez dans l'Europe que vous vouliez ou pas. Eh bien, c'est un scandale, parce que ça n'a plus rien à voir avec la démocratie. Donc me dis pas de voter que ça compte, ça ne compte pas, c'est pas vrai. Pardon? On leur a fait une campagne avec Vous savez, j'ai passé 25 ans à Londres, je connais. Hein. Mais ils ont eu un mal de chien là, à voir ce vote. Hein. Pourquoi vous croyez que le peuple crédule et qu'on peut lui mentir comme ça? Moi, je pense que les gens, vous savez... Quand ils ont voté, tous les Français ont voté contre, par exemple, l'Europe, le traité de Maastricht, vous vous souvenez? Il y avait tout le monde qui leur disait, vous êtes des gros couillons si vous votez pour. Ils ont voté à 54% pour, se barrer, enfin ils pourraient être contre. Personne ne les avait trompés. On avait essayé de les tromper dans l'autre sens. On leur a menti pour leur dire que s'ils votaient, ça allait être un désastre. La même chose pour les Anglais. Le peuple ne se trompe pas. Le peuple ne se trompe jamais. C'est les élites qui se trompent et qui enfoncent le peuple. En 1940, Lebrun était premier de Polytechnique et Gamelin était premier de Saint-Cyr. Et ils nous ont enfoncés comme jamais. Massivement. Et donc, on me dit, en Suède, les Suédois, on leur a demandé de faire partie de l'euro. Tous les Suédois intelligents disent qu'il fallait voter pour. 56% des Suédois ont dit, il n'en est pas question, on garde notre monnaie. Donc, encore une fois, cessez de dire que le peuple est bête. C'est les élites c'est les gens intelligents qui se trompent. C'est jamais les gens bêtes. C'est jamais les gens du peuple. Les gens du peuple, ils ont une espèce de bon sens, ils comprennent ce qui se passe. C'est les élites qui vous emmènent de désastre en désastre. L'île Maginot, c'était fait par les élites.
J'ai plus rien. Mais ça fait 3 ans qu'on empêche ce souhait d'être réalisé.